Mon mari a préparé le dîner. Mon fils et moi nous sommes effondrés après avoir mangé. Faisant semblant d'être inconsciente, je l'ai entendu murmurer « C'est fini. Ils seront bientôt tous les deux partis. » Quand il a quitté la pièce, j'ai chuchoté « Ne bouge pas encore. » Ce qui s'est passé ensuite m'a choqué moi-même. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était inerte, lourd, comme si j'avais coulé à travers le plancher. Mon esprit était éveillé, mais tout le reste s'éteignait. Mon fils, Eli, gisait à côté de moi, immobile. Je pouvais à peine distinguer son visage dans ma vision trouble, mais je savais qu'il respirait encore. C'est alors que je l'ai entendu. Mon mari, Jared, se tenant à quelques pas, a chuchoté quelque chose de si froid que cela m'a glacé le sang plus profondément que tout ce que j'avais pu ressentir. C'est fait. Ils ne tarderont pas à partir tous les deux. Partis. Je n'étais pas censé entendre cela. Je n'étais pas censé être en vie pour l'entendre. Alors que le son de ses pas s'estompait dans le couloir, j'ai lutté contre l'envie de me lever et de crier. Au lieu de cela, je me suis penché près de l'oreille d'Eli et j'ai chuchoté « Ne bouge pas encore ». Je ne sais pas comment j'ai réussi à garder mon calme à cet instant. Je crois que c'était le fruit des années passées en tant qu'infirmière. Ou peut-être n'était-ce que l'instinct primaire d'une mère cherchant à sauver son enfant. Mais quelque chose m'a dit « Ne panique pas. Reste immobile et attends, car quelque chose n'allait vraiment pas. Permettez-moi de vous ramener quelques heures avant ce moment, la dernière fois où les choses semblaient à peu près normales. Si tant est qu'on puisse encore qualifier notre vie de normale. Je m'appelle Naomi. J'ai 38 ans, je suis mère, jusqu'à récemment, j'étais épouse. J'ai renoncé à ma carrière d'infirmière à la naissance d'Eli pour l'élever à temps plein. Il est tout mon univers. Curieux, intelligent et observant sans cesse tout ce que je fais. Nous formons une équipe depuis le premier jour. Jared, mon mari depuis 12 ans, était autrefois le drôle. Charmant. Le genre de personne qui donnait l'impression aux autres, même aux inconnus, d'être spéciaux. Mais en cours de route, ce charme s'est estompé pour laisser place au silence. Puis sont venues les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, les absences étranges avec de faibles excuses. Malgré tout, je tenais bon pour Eli, pour la vie que nous avions bâtie, dans l'espoir que l'homme que j'avais épousé soit toujours là, quelque part. Alors, quand Jared a dit qu'il voulait nous préparer le dîner ou ce qui était rare, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il essayait à nouveau, essayait d'être présent, de se reconnecter. Il a dit qu'il voulait essayer une recette spéciale, steak, purée de pommes de terre, haricots verts. Simple mais réconfortant. Eli était ravi. Il adorait quand Jared faisait un effort, même minime. Nous nous sommes assis à table. La nourriture sentait bon, un peu bizarre, mais je n'ai rien dit. Jared nous regardait, souriant plus que d'habitude, presque trop. J'ai pris quelques bouchées. Eli aussi. C'est là que j'ai ressenti la première vague, un étourdissement, la pièce tournoyant légèrement. Ma bouche est devenue sèche. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé Eli. Il se frottait les yeux, clignant lentement des paupières. Il a chuchoté « Maman, j'ai mal au ventre ». C'est à cet instant que j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Je me souviens m'être dit « Ce n'est pas une intoxication alimentaire. C'est autre chose ». Puis tout est devenu noir, sauf mes pensées. Sauf mon instinct. Je me suis effondré à côté de mon fils et j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit, faire semblant. Je suis resté là, complètement immobile, à écouter. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Jared. C'est fait. Ils ne tarderont pas à partir tous les deux. Partis. Ces mots résonneront dans mon esprit pour le reste de ma vie. Ce qui s'est passé ensuite? Même moi, je ne l'avais pas vu venir. Si vous m'aviez posé la question il y a un an, je vous aurais dit que ma vie était ennuyeuse, dans le meilleur sens du terme. Nous vivions dans un quartier tranquille juste à côté d'Atlanta. Un de ces endroits où les gens vous font signe de la main quand vous passez en voiture et où le facteur connaît le nom de votre chien. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle était chaleureuse, sûre, ou du moins c'est ce que je croyais. Je passais la plupart de mon temps à la maison avec Eli. Il a 11 ans, il est vif d'esprit et beaucoup trop observateur pour son âge. Il pose toujours 1 million de questions, veut savoir pourquoi les choses se produisent, comment elles fonctionnent. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que c'était mon petit scientifique. Il me suivait partout, imitant tout ce que je faisais, la façon dont je remuais mon café, dont je pliais le linge, même la façon dont je fredonnais quand je réfléchissais. Être sa mère est la seule chose que je n'ai jamais remise en question.
Je n'ai peut-être pas eu une grande carrière ou des diplômes prestigieux comme Jared, mais j'avais Ellie, et il donnait un sens à ma vie. Jared et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 25 ans. Il était grand, spirituel, charmant, le genre de gars qui vous faisait vous sentir au centre de l'univers quand il vous regardait. Il travaillait dans la finance, gagnait déjà bien sa vie, et il avait cette manière de prendre les commandes dans une pièce, confiant, mais pas arrogant. Du moins pas à l'époque. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Et au début, il était vraiment incroyable. Le genre de mari que tout le monde disait que j'avais de la chance d'avoir. Il me surprenait avec des fleurs, écrivait des mots sur des pense-bêtes, créait des listes de lecture pour les longs trajets. À la naissance d'Ellie, il a pleuré plus fort que moi. Je me souviens avoir pensé, c'est l'homme avec qui je vais vieillir. Nous allons bâtir une belle vie. Mais le temps change les gens. Quelque part au cours des 2 dernières années, quelque chose chez Jared a commencé à changer. Au début, c'était de petites choses. Il a cessé de se joindre à nous pour les soirées cinéma en famille. Il a cessé de rire aux blagues d'Ellie. Il a cessé de m'embrasser sur le front avant de partir travailler. Je me suis dit que c'était le stress. Son travail était intense. De longues heures, des clients exigeants. J'ai supposé qu'il avait simplement besoin d'espace. Mais ensuite est venu le téléphone verrouillé, les appels chuchotés derrière des portes closes, la façon dont il quittait la maison sans dire où il allait ni quand il reviendrait. J'ai posé des questions. Il est devenu sur la défensive. Il m'a dit que j'étais paranoïaque, contrôlante, alors j'ai cessé de demander. Je suis devenue silencieuse, moi aussi. Pour le bien d'Ellie, je maintenais les apparences. Sourire au dîner, petite discussion, l'illusion du normal. Et puis, la semaine dernière, quelque chose d'étrange s'est produit. Jared est rentré tôt, plus tôt qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air détendu. Il a embrassé Ellie sur la tête, m'a regardé dans les yeux et a dit « Je prépare le dîner ce soir ». J'ai cligné des yeux. « Depuis quand tu cuisines ?» Il a haussé les épaules. « Je voulais juste faire quelque chose de sympa. Tu as tellement travaillé ces derniers temps. » C'était une si petite chose, mais ça m'a semblé énorme. Suspect, même. Mais en même temps, je voulais le croire. Je voulais croire que, malgré tout, il essayait de revenir vers nous, alors j'ai souri. Je lui ai dit que ça me semblait merveilleux. Ce soir-là, j'ai mis la table avec les belles assiettes. Ellie a choisi la musique à écouter pendant le repas. Jared était dans la cuisine, fredonnant en remuant la purée de pommes de terre. C'était presque redevenu normal. Mais au fond de mon estomac, quelque chose n'allait pas. Un chuchotement discret de l'instinct que je n'aurais pas su écouter avant qu'il ne soit presque trop tard. Je me souviens avoir regardé Jared ce soir-là, debout devant la cuisinière, remuant la purée comme si c'était quelque chose qu'il faisait tous les jours. Mais ce n'était pas le cas. Jared n'avait jamais cuisiné un repas complet. Pas en 12 ans de mariage. Pas une seule fois. Alors oui, j'étais surprise. Mais plus que tout, j'essayais de me convaincre que c'était un bon signe, un nouveau départ. Je voulais que ce soit le cas. Le dîner a été servi vers 18h. Ellie avait mis la table, sortant les serviettes en tissu dépareillé qu'il trouvait chic. Il était excité. Son père faisait enfin quelque chose juste pour nous, quelque chose de normal. La nourriture avait l'air correcte. Le steak était un peu trop cuit, les haricots verts avec trop d'ail, mais c'était la purée de pommes de terre qui détonnait. Elle avait l'air étrange. Trop lisse, trop brillante. Je ne sais pas comment la décrire autrement. J'en ai pris une bouchée. La texture était bizarre, trop crémeuse, presque comme de la colle. Le goût n'était pas mauvais, mais il y avait une amertume sous le beurre. J'ai repoussé ma fourchette et j'ai saisi mon verre d'eau, avalant difficilement. Ellie a pris quelques bouchées aussi. Je l'ai observé. Il a fait une grimace, mais a continué à manger. Jared nous regardait, parlant très peu, juste assis là, souriant. Je me souviens avoir dit, cette purée a un drôle de goût. Et Jared, il a ri, a dit quelque chose comme, je suppose que je ne suis pas un aussi bon cuisinier que je le pensais. Puis il s'est levé et a commencé à débarrasser son assiette avant même d'avoir fini de manger. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Le vertige a commencé par vague, pas le genre qui vient quand on se lève trop vite, mais le genre qui faisait basculer la pièce de côté. Mes doigts sont devenus engourdis. Ma gorge était sèche, épaisse. J'ai cligné des yeux, essayant de me stabiliser. De l'autre côté de la table, Ellie était devenu silencieux. Il se frottait le ventre, les yeux écarquillés, sa petite fourchette a cliqueté sur l'assiette. Il m'a regardé et a chuchoté, « Maman, j'ai mal au ventre. »
Ce moment est gravé dans ma mémoire. La façon dont il avait l'air si confus, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas comment le dire. Mes instincts ont pris le dessus. J'ai voulu le prendre, mais mon bras ne bougeait pas correctement. Mes muscles ne répondaient plus. Ma vision a commencé à se brouiller sur les bords. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Et Jared, il ne s'est pas précipité pour aider. Il n'était pas paniqué. Il se tenait juste près de l'évier, se frottant lentement les mains, comme s'il était en train de laver quelque chose. J'ai su que quelque chose de terrible se passait. Mon cœur a commencé à battre la chamade même si mon corps me lâchait. J'ai réalisé que je ne pouvais pas parler, ni appeler à l'aide, mais mon esprit était clair, et un mot résonnait plus fort que tout le reste. Protéger Ellie. J'ai regardé mon fils. Il s'affalait sur sa chaise. Alors, j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je l'ai doucement attrapé et je l'ai guidé jusqu'au sol à côté de moi alors que je m'écroulais, faisant semblant de m'évanouir. J'ai pressé sa petite main sous la mienne et j'ai donné la plus petite pression que je pouvais, juste assez pour qu'il la sente. Puis, nous sommes restés là, immobiles, silencieux. C'est à ce moment-là que Jared est revenu dans la pièce, et je l'ai entendu. C'est fait. Ils ne tarderont pas à partir tous les deux. Mon sang s'est glacé. Il n'y avait pas de panique dans sa voix, pas de tristesse, juste une finalité calme, comme si c'était une tâche qu'il avait accomplie, comme si nous n'avions jamais été plus que des cases sur une liste de choses à faire. J'ai lutté contre tous mes instincts pour me redresser, pour crier, pour courir. Mais je suis resté immobile. Et quand je l'ai entendu sortir de la pièce, je me suis penché vers mon fils et j'ai chuchoté, « Ne bouge pas encore ». Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés allongés là. Cela aurait pu être 30 secondes ou 3 minutes. Le temps devient étrange quand on est terrifié et paralysé. Tout ce que j'entendais, c'était mon propre pouls tambourinant dans mes oreilles et la respiration d'Ellie. Puis est venu le son des pas de Jared s'éloignant dans le couloir, sans hâte, délibéré. Il s'est arrêté près de la porte, je crois. Puis je l'ai entendu. Le clic. La porte d'entrée s'est fermée. Il était parti. J'ai ouvert les yeux juste un peu, effrayé par ce que je pourrais voir. La cuisine était vide. J'ai doucement appuyé ma main sur le dos d'Ellie. Il s'est contracté mais n'a pas bougé. Il était éveillé. Il avait tout entendu, lui aussi. Salle de bain, ai-je chuchoté. Va cracher. Vomir si tu peux. Il a cligné des yeux, effrayé, mais comprenant. Ellie n'a peut-être que 11 ans, mais il est si intelligent. Il a rampé vers le couloir avec des membres tremblants. Je l'ai suivi, traînant mes jambes derrière moi comme des sacs de sable. Nous sommes arrivés à la salle de bain des invités. J'ai ouvert le robinet, laissant l'eau couler fort, juste au cas où Jared reviendrait. Puis je me suis penché au-dessus du lavabo et je me suis forcé à tout vomir. J'ai enfoncé mes doigts dans ma gorge, désespéré de purger tout ce qu'il nous avait donné. Ellie a fait de même, les larmes coulant sur ses joues, toussant, bâillonnant, mais il a réussi à l'expulser. Cela fonctionnait lentement. Ma tête était encore embrumée, mais je pouvais penser. Bouger. Ma respiration était serrée, mais ne s'éteignait plus. Je me suis assise sur le carrelage froid, le dos contre le placard, tenant la main d'Ellie. « Maman » a-t-il chuchoté. « Pourquoi ferait-il ça ?» Je ne pouvais pas répondre. « Pas maintenant. » Nous devions partir. J'ai essayé d'appeler les urgences, mais mon téléphone était mort. Pas une batterie faible. Mort. Aucune réponse, aucun écran de redémarrage. Il fonctionnait ce matin. J'ai vérifié le téléphone mural. Ligne morte. C'est là que j'ai réalisé que Jared avait tout planifié minutieusement. Pas le temps, ai-je dit. On y va maintenant. J'ai saisi la lampe de poche d'urgence sous l'évier, j'ai enveloppé Ellie dans mon sweat à capuche et je l'ai guidée à travers la buanderie jusqu'au garage. Je devais être silencieuse. Nous devions l'être tous les deux. Je ne savais pas si Jared était vraiment parti ou s'il regardait depuis la voiture ou s'il se cachait dehors. J'ai ouvert la porte du garage manuellement. Elle a gémi assez fort pour me faire arrêter le cœur. J'ai jeté un coup d'œil. Aucune voiture dans l'allée, personne dans la rue, juste le silence vide du soir. Chez Miss Leverne, ai-je chuchoté. Maintenant. Ellie a couru pieds nus à travers la pelouse vers la maison de notre voisine. Miss Leverne vivait là depuis 20 ans. Elle avait la soixantaine, dure à cuire et toujours à la maison. J'ai boité derrière lui, mes jambes encore engelées, ma vision nageant. Au moment où j'ai atteint la porte, Ellie frappait dessus. Elle a ouvert rapidement, surprise. Mais un seul regard sur nous et elle a su que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé ? A-t-elle haleté.
Pas le temps. Appelez le 911, ai-je réussi à dire. Il nous a empoisonnés. Mon mari, il a essayé de nous tuer. L'expression de son visage est passée du choc à l'action. Elle nous a tirés à l'intérieur, a verrouillé la porte et a attrapé son téléphone. En l'espace de 5 minutes, j'entendais les sirènes, où pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je me suis permis de respirer. Nous étions toujours en vie. Mais ce n'était pas fini. Les lumières de l'ambulance clignotaient sur les murs comme des éclairs rouges alors que les ambulanciers nous précipitaient hors de la maison de Miss Leverne. Ellie tremblait sous la couverture d'urgence dont il l'avait enveloppée, agrippée à ma main comme s'il craignait que je ne disparaisse. Mon corps luttait toujours pour se stabiliser. Ma vision était nette une seconde, puis nageante la suivante. Mais j'étais consciente, vivante, et Ellie aussi. C'était tout ce qui comptait à cet instant. À l'hôpital, ils ont immédiatement fait des tests. Analyse de sang, dépistage toxicologique, signes vitaux. Les infirmières se déplaçaient rapidement. Je connaissais cette vitesse. Je me déplaçais comme ça quand c'était moi qui portais les blouses. Le médecin est arrivé avec les résultats dans l'heure. C'était un sédatif, a-t-il dit, écrasé et mélangé à la nourriture. Probablement des benzodiazépines à très forte dose. Vous avez eu de la chance de les avoir vomis à temps. Chance. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Mais ce n'était pas de la chance. C'était délibéré. Et pas seulement ce qu'il a fait, mais ce que j'ai fait. Le chuchotement à Ellie, la salle de bain, l'évasion. C'était l'instinct. C'était la survie. Lorsque l'officier est arrivé pour prendre ma déposition, je lui ai tout raconté, mot pour mot, étape par étape. Puis j'ai demandé, l'ont-ils trouvé? La mâchoire de l'officier s'est serrée. Il n'est pas à la maison. La voiture est partie. Nous avons émis une alerte à l'échelle de l'État. J'ai senti mon estomac se tordre à nouveau. Pas à cause du poison cette fois, mais à cause de l'horrible possibilité qu'il puisse s'en tirer, qu'il disparaisse et nous laisse toujours à regarder par-dessus nos épaules. Mais ensuite, moins de 48 heures plus tard, ils l'ont attrapé à l'aéroport alors qu'il essayait d'embarquer pour un vol vers le Belize avec un faux passeport et un deuxième téléphone. Il ne nous avait pas seulement empoisonnés et s'était enfui. Il avait planifié cela pendant des semaines, peut-être plus longtemps. Et ce n'est que lorsque ma sœur, Alina, est arrivée en avion que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Nous étions assises dans la chambre d'hôpital, Ellie finalement endormie dans le lit à côté de moi. Alina s'est penchée en avant avec cette expression sur le visage, à moitié incrédulité, à moitié chagrin. Je ne voulais rien dire, a-t-elle chuchoté. Mais Naomi, j'arrête te trompe. Je le savais depuis 2 mois. Je l'ai juste regardé. Elle a continué, je l'ai vu avec une femme, jeune, peut-être 25 ans. Ils étaient à ce restaurant près de Midtown. Il l'a embrassée. Je les ai suivis. Ils sont rentrés dans un condo. Je ne t'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi faire. Je pensais que peut-être il traversait juste une crise. Une crise? Rappelez-vous, ce n'était jamais juste une aventure. C'était une stratégie de sortie. Et ça s'est aggravé. Cette femme? Il s'avère qu'elle venait d'une famille riche. Son père était décédé récemment. Elle devait hériter d'une fortune considérable, mais seulement si elle épousait quelqu'un sans enfant et sans dettes antérieures. Jared essayait donc de créer cette version de lui-même. Sans femme, sans fils, libre de recommencer. L'empoisonnement, les faux documents, l'évasion à l'aéroport. Tout prenait sens maintenant. Il n'essayait pas seulement de nous quitter. Il essayait de nous effacer. Ils ont inculpé Jared pour tentative de meurtre, mise en danger d'enfant, et usage d'une substance contrôlée avec intention de nuire. Il a plaidé non coupable au début, jusqu'à ce que les preuves soient trop accablantes pour s'en sortir. Il purge maintenant une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et moi, je suis toujours en train de recoller les morceaux. Mais la vérité, c'est que je préfère vivre en morceaux brisés que dans un mensonge parfait. Je me réveille chaque matin avec une gratitude différente maintenant. Non pas pour les grandes choses comme les secondes chances, la justice ou la vengeance, mais pour les petites, comme le son du rire d'Ellie dans l'autre pièce ou le clic discret de la porte d'entrée qui se verrouille la nuit. La chaleur du soleil à travers la fenêtre de la cuisine pendant que je prépare le café dans une maison où je sais que nous sommes en sécurité. Cela fait 3 mois que tout s'est effondré. 3 mois que je me suis effondré sur le sol de la cuisine à côté de mon fils. 3 mois que j'ai entendu mon mari Jared chuchoter que nous ne tarderions pas à partir. C'est surréaliste de dire ces mots à voix haute. Même maintenant, ça ne semble pas réel, mais ça l'était, et nous sommes toujours là.
Ellie et moi nous sommes complètement remis physiquement. Les médecins ont dit que la dose de sédatif était dangereusement élevée, destinée à simuler une overdose accidentelle, quelque chose qui pourrait être expliqué, écarté. Si nous ne l'avions pas vomi à temps, nous ne serions peut-être pas là pour raconter cette histoire. Cette pensée me suit comme une ombre. Ellie ne parle pas beaucoup de son père. Parfois, je le surprends à regarder par la fenêtre, silencieux, perdu dans ses pensées. D'autres fois, il vient se glisser dans mon lit au milieu de la nuit juste pour être près de moi. Je ne le pousse pas à parler. Je le laisse guider. Il guérit à sa manière. Moi aussi. Nous vivons avec ma sœur Alina pour l'instant. Elle a été notre ancre. Et malgré la culpabilité qu'elle a ressentie de ne pas m'avoir parlé de l'aventure de Jared plus tôt, je ne lui en ai jamais voulu. Parce que voici la vérité. Nous manquons toutes les choses que nous ne voulons pas voir. Je ne voulais pas croire que Jared était capable de nous faire du mal, que l'homme que j'ai épousé, le père de mon enfant, planifiait notre effacement comme s'il s'agissait d'une simple affaire. Mais c'était le cas. Le mobile était aussi froid que l'acte. L'argent, l'image, un avenir qui ne nous incluait pas. Il a plaidé coupable à la fin. Il y avait trop de preuves pour se défendre. L'empoisonnement, la fausse identité, le billet d'avion, les virements bancaires. Il purge maintenant une peine à perpétuité sans libération conditionnelle. Et bien que je ne puisse pas dire que j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé quelque chose de plus important, la clarté. Les gens me demandent toujours ce que j'ai appris de tout cela. Ce que je dirais aux autres femmes ou à quiconque se trouvant dans une situation similaire à la mienne. Alors, le voici. Écoutez votre instinct, même lorsqu'il ne fait que chuchoter, même lorsqu'il n'est pas accompagné de preuves. On nous apprend à être poli, à accorder aux gens le bénéfice du doute. Mais parfois, le doute est le bénéfice. Quand votre corps vous dit que quelque chose ne va pas, croyez-le. Lorsque votre ventre se contracte sans explication, faites attention. Quand vous sentez l'air changer dans une pièce, l'ambiance s'assombrir, le silence s'étirer. C'est votre avertissement. J'ai ignoré cela pendant trop longtemps. J'ai laissé la peur de la confrontation être plus forte que la peur du danger. Plus jamais. La nuit où Jared a essayé de nous empoisonner, ma survie n'est pas venue de la force. Elle n'est pas venue de l'entraînement. Elle est venue de l'immobilité. D'écouter, de ne pas bouger. Jusqu'à ce que le moment soit propice. Cette petite décision silencieuse m'a sauvé la vie et a sauvé mon fils. Maintenant, chaque jour est une nouvelle chance de le protéger comme je n'ai pas pu le faire auparavant. Non seulement du mal, mais du silence, du doute, de la croyance que l'amour signifie ignorer sa propre voix. Parce que le véritable amour, celui qui dure, ne vous met jamais en danger. Il ne vous fait jamais douter de votre valeur. Et il ne vient jamais, jamais avec du poison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Cette histoire n'a pas été facile à raconter, mais j'espère qu'elle atteindra quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui ignore son instinct, quelqu'un qui a peur d'ouvrir les yeux, quelqu'un qui avait juste besoin d'un rappel. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul et votre voix compte. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Que ce soit vos pensées, votre propre expérience, ou juste un message de soutien, cela aide plus que vous ne le savez. Et si vous pensez que quelqu'un doit entendre cela, veuillez partager la vidéo. On ne sait jamais qui cela pourrait sauver. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée puissante, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies, de vérités brutes et de rappels que la survie est une force. D'ici la prochaine fois, soyez prudents, restez vifs, et n'arrêtez jamais d'écouter votre instinct.